Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Vous êtes le premier secrétaire d'un parti dont on ne connaît plus la ligne, la doctrine, la couleur. Qu'est-ce que c'est le Parti socialiste aujourd'hui? C'est d'abord une fidélité depuis un siècle. C'est le parti qui se bat contre les inégalités, mais auquel il a rajouté le combat pour l'écologie. C'est un parti républicain, universaliste, et c'est un parti qui se bat aussi pour l'égalité, d'abord l'égalité entre les femmes et les hommes, qui se bat contre les discriminations et qui aujourd'hui se bat aussi pour la sécurité. L'exemple des régionales, il est criant. Pourquoi? Parce que le Parti socialiste, c'est Carole Delga qui en Occitanie refuse de faire une alliance avec la France insoumise, ou c'est Audrey Pulvar en Ile-de-France qui va s'allier avec les Verts et les Insoumis pour mieux perdre? Non, d'abord, vous ne pouvez pas comparer les choses ainsi. Pourquoi? En fait, vous avez Carole Delga en Occitanie n'avait pas au second tour de possibilité de fusionner avec les Insoumis puisqu'ils ont fait moins de 5%. En Ile-de-France, c'était très différent. Ils ont fait un tiers des voix de la gauche. Et donc, il y avait là une vraie différence entre les uns et les autres. Mais la question fondamentale, c'est de savoir, en fait, qui à gauche est dominant. Qui est celui qui entraîne les autres? Qui est celui qui peut rassembler les autres? La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut effectivement donner de la force à ce Parti socialiste pour qu'il puisse entraîner les autres et qu'il puisse être la force motrice, ce qu'il a été dans l'élection régionale. Force motrice et pas cinquième roue du carrosse pour les Verts ou la France insoumise, c'est ça l'idée? Ce que je vous dis, c'est que les Françaises et les Français, il ne s'agit pas de moi en l'occurrence, ont fait un choix. On fait un choix dans cette élection régionale et départementale, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui une force motrice à gauche, et ce sont les socialistes. Emmanuel Valls disait, en parlant de cette alliance PS-LFI au régional, c'est une faute politique et morale. Est-ce qu'avec un peu de recul, il avait raison? Manuel Valls, qui est dans une dérive permanente, continue depuis des années, je ne vois pas très bien en quoi il pourrait être celui qui donne aujourd'hui des leçons de morale à qui que ce soit. Donc pour ma part, je ne commenterai pas ses propos. La ligne du PS est-elle réconciliable avec celle de la France insoumise ou des Verts, par exemple dans la lutte contre l'islamisme? Mais moi, je ne veux pas me définir par rapport à d'autres. Je me définis par rapport à moi-même. Et la ligne que nous avons fixée pour nous-mêmes, vous la connaissez, il n'y a aucune complaisance possible avec l'islamisme radical. Et c'est la raison pour laquelle, y compris sur une manifestation qui avait beaucoup fait parler d'elle il y a quelques années, maintenant, il y a 2 ans, eh bien, nous avions refusé de nous joindre à une manifestation qui avait pour objet, d'abord, évidemment, la partie que nous partagions, c'était la volonté de refuser les discriminations, mais une partie que nous refusions, en l'occurrence avec ceux qui organisaient, c'était de dire qu'on pouvait contester les lois républicaines, contester la laïcité, alors qu'elle est, au fond, notre propre création. Nous sommes à l'origine de cette grande loi laïque en France, et donc nous entendons à le défendre comme la prunelle de nos yeux. On taxe souvent la France insoumise ou les Verts, certains élus du moins, d'islamo-gauchisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'islamo-gauchisme? C'est à vous que je dois poser la question. Moi, je ne sais pas ce que c'est que ce mot valise. Je n'aime pas ce mot valise, parce que la réalité, c'est qu'il y a parfois des tolérances, des ambiguïtés, parce qu'il y a des gens qui cherchent certainement des accointances électorales, etc., et qui donnent le sentiment de ne pas être net, de ne pas être clair sur des questions qui sont pourtant essentielles et qui conditionnent la façon dont nous vivons ensemble dans notre pays. Nous sommes un pays qui est un pays métissé, qui est un pays multiconfessionnel. Et donc ça suppose qu'il y ait des règles claires qui soient établies pour pouvoir vivre ensemble. Et cette règle, c'est la laïcité. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, cette question-là, elle n'est pas négociable. Le gouvernement l'emploie souvent, ce terme d'islamo-gauchisme. En février dernier, par exemple, la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, dénonçait l'islamo-gauchisme qui gangrène les universités. Écoutez. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. L'université fait partie de la société. Alors, ce que l'on observe dans les universités, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont. Ils sont minoritaires et certains le font pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes. Mais le monde universitaire de l'islamo-gauchisme, vraiment... Olivier Faure, est-ce que la ministre est dans le vrai? Mais cet islamo-gauchisme dont vous parlez,
elle-même le dit, il est extrêmement minoritaire, pour ne pas dire qu'il est infinitésimal. Et on en fait des caisses et des caisses et des caisses en permanence. On a passé des mois sur une polémique absurde sur les réunions non mixtes, qui sont au nombre de, je crois, 8 ou 9 qui sont tenues en France. Enfin, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on ne peut pas se consacrer à des sujets qui le méritent davantage? Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, par exemple, on est le jour du dépassement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la planète a donné tout ce qu'elle pouvait et tout ce que nous allons faire dans les 5 prochains mois va être en fait une perte pour notre écosystème. Et ça, personne n'en parle. En revanche, nous parler de 9 réunions, ça, on en fait des caisses et des caisses pendant des semaines et des mois. Donc ça, c'est effectivement, il y a quand même un problème, c'est qu'il y a des gens qui ont un intérêt à créer la polémique permanente sur ces sujets-là pour éviter de parler du fond des grands sujets. Aujourd'hui, les grands sujets, c'est la crise pandémique, c'est la crise sociale, c'est la crise démocratique. Ce sont des sujets qui sont des sujets devant nous. Et vous avez un gouvernement qui passe son temps à chercher à diviser les Français, qui cherche à opposer les uns aux autres, parfois sur des sujets qui sont très artificiels. Venons-en à la présidentielle. Le Parti socialiste, ce sont des figures emblématiques. Mitterrand, Rocard, Jospin, dans les années 2000, François Hollande ou encore Ségolène Royal. Aujourd'hui, qui sont les figures du Parti socialiste? Ségolène Royal, par exemple? Vous avez... Anne Hidalgo, pardonnez-moi. Bien sûr, Anne Hidalgo fait partie des grandes figures, mais vous avez toute une génération qui est en train de d'éclore, en fait, et regardez ce qui se passe dans les municipalités, dans les régions. Vous avez tout à l'heure parlé de Carole Delga, vous avez parlé à l'instant d'Anne Hidalgo, vous pourriez parler de Johanna Rolland, de Nathalie Appéré à Rennes, Johanna Rolland à Nantes, Mathieu Klein à Nancy, Michael Delafosse à Montpellier, Nicole Rossignol à Rouen. Cette génération-là, qui est une génération de quadragénaires, c'est cette génération-là sur laquelle je m'appuie aujourd'hui au Parti socialiste pour faire repartir ce grand parti dont on a besoin et qui, à l'évidence, a manqué depuis quelques années. Vous ne parlez pas de ces... Vous savez, c'est cette expression, les éléphants du Parti socialiste, ces ténors qui ont gardé, qui ont l'expérience. Pourquoi il y a une confrontation des générations? Il n'y a pas une confrontation, il y a un passage de témoin, c'est normal. Dans toutes les formations politiques, il y a un moment où, quand on a été longtemps aux avant-postes, eh bien, au fur et à mesure, et c'est le mouvement de la vie, c'est le cycle de la vie, eh bien, vous avez des gens qui viennent, qui apportent des idées nouvelles, qui apportent une énergie nouvelle, et qui sont celles et ceux qui, fort heureusement, permettent de faire avancer une formation politique, parce que on ne peut pas penser exactement comme au XXe siècle. Il y a des sujets nouveaux qui nous interpellent, qui donnent des solutions nouvelles, des réponses nouvelles, et c'est ce que nous faisons. En 2017, votre parti s'écroule. Lors du premier tour de la présidentielle, Benoît Hamon, candidat, fait un tout petit peu plus de 6%. Qu'est-ce qui va faire que l'année prochaine, vous n'allez pas être dans la même situation? Ce sont les électeurs qui le diront. Mais nous allons tout faire pour manifester une offre nouvelle. Montrer que sur tous les sujets qui sont devant nous, les sujets de la pauvreté, les inégalités, le sujet sanitaire, la sécurité aussi. Le sujet sécuritaire, sur tous ces sujets-là, nous allons faire la démonstration que nous avons des réponses à apporter, des réponses qui sont à la fois atteignables, concrètes et qui permettent de faire changer ce pays. Pourquoi? Parce que moi, je continue à croire que la politique, ça peut changer la vie. Il y a une situation sécuritaire en France qui est inquiétante. On a des chiffres qui sont tombés aujourd'hui. Chaque jour, on recense près de 2000 agressions sur notre territoire quotidiennement. Ça concerne la voie publique, l'école ou le cadre intrafamilial. La violence est systémique dans notre pays? Il y a aujourd'hui une violence endémique et il faut combattre toute forme d'angélisme. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que tout ça est un sentiment vague sur lequel nous n'aurions pas à lutter concrètement. Et oui, il y a aujourd'hui un sujet sur le continuum police-justice. Comment est-ce qu'on fait pour donner des moyens à la police et des moyens à la justice pour faire en sorte qu'il n'y ait pas aussi ce sentiment d'impunité. Parce que l'impunité n'existe pas, mais le sentiment d'impunité, lui, il existe. Pourquoi? Parce que vous avez parfois des délais qui sont tellement longs entre le moment de l'interpellation et le moment du jugement, que vous avez des gens qui ont le sentiment que finalement, ça peut se passer très bien et que tout ça, les réponses sont trop lointaines pour être dissuasives. Et donc, moi, je souhaite qu'on soit à la fois dur avec le crime et dur aussi avec les causes du crime. Et c'est ce qui me différencie d'une partie de la droite, parce que moi je suis évidemment pour la sanction, mais je suis aussi pour la
prévention, faire en sorte qu'on puisse prévenir des situations, parce qu'on sait très bien que le terreau de la violence, il est aussi nourri par la dimension sociale, par parfois la dimension culturelle, et donc ce sont tous ces sujets-là qu'il faut affronter au même moment, simultanément, et n'avoir aucune forme de compassion avec le crime. On parlait des violences, les violences contre les forces de l'ordre ont doublé en 15-20 ans. Comment l'expliquer également ? Bien, tout simplement parce que on les a parfois placés dans des situations compliquées. Et là, il y a une doctrine maintien de l'ordre à revoir. Quand on voit qu'aujourd'hui, la police est utilisée, j'en parlais il y a quelques semaines à peine avec le directeur de la sécurité publique dans mon département, et c'était assez fascinant de voir à quel point, effectivement, la police elle-même souffre d'être devenue, finalement, la garde prétorienne du pouvoir. Ce qui n'est pas son rôle. La police républicaine, elle protège tout le monde. Et quand on l'envoie à chaque fois s'opposer aux manifestants, donner le sentiment qu'elle est non pas une force qui protège tout le monde, mais qu'elle est une force qui est celle qui s'interpose entre le pouvoir et les manifestants, effectivement, on donne aussi une autre vision de la police. Ça n'est pas normal qu'il y a quelques années, je pense à cette époque, des attentats terroristes terrible du Bataclan, de Nice, etc., où Renaud chantait « J'ai embrassé un flic » et de voir que quelques années plus tard, on entend partout des gens qui chantent « Tout le monde déteste la police ». Non, la France ne déteste pas la police, ne déteste pas sa police, mais il faut aussi combattre, quand c'est nécessaire, la violence policière, combattre aussi le racisme. Vous considérez qu'il existe une violence policière ? Il existe des violences policières, elles sont malheureusement sensibles, elles sont filmées, elles sont documentées. Vous ne pouvez pas me dire que l'affaire Zecler n'était pas une affaire de violence raciste et policière. Comment ? Vous avez des nouvelles informations sur peut-être sur l'affaire Zecler ? Sur l'affaire Zecler, je ne sais pas. Enfin, à moins que vous n'ayez pas vu les mêmes images que moi. Moi, j'ai vu un homme qui était tabassé à terre. Il y a des images, j'imagine qu'il y a une enquête également qui est en cours et qu'on attendra de voir les... Oui, enfin la présomption bien sûr. Dans cette matière, oui. Elle est à peu près claire. On entendait les mots qui étaient prononcés, on entendait aussi, en fait, on voit l'interpellation dans sa continuité, et on voit bien qu'il y a eu une violence qui était totalement déraisonnable, qui était même criminelle. Et évidemment, j'espère qu'elle sera jugée et vite. Donc oui, il faut être juste, et être juste, ça veut dire à la fois condamner les exactions qui sont commises par les policiers quand elles existent, et en même temps protéger la police, parce que la police, c'est celle qui nous protège. Voilà. On a un ministre de l'Intérieur actuellement, Gérald Darmanin, qui dit « Lorsque j'entends le terme violence policière, je m'étouffe ». Que lui répondre ? Oui, enfin, vous savez qu'il avait à cette époque-là été rappelé par, non pas la police, mais enfin par la patrouille, en lui rappelant que, en l'occurrence, celui qui avait étouffé, c'était Cédric Chouviat, c'était évidemment l'autre côté de l'Atlantique, celui qui a donné naissance au mouvement Black Lives Matter, et donc celui qui étouffait, c'était celui qui avait étouffé sous les coups d'un policier. Donc attention aux mots qu'on emploie, et attention aussi à ne pas être dans le déni. Il y a, à l'instant, vous parliez des violences. Comment s'appelait cet homme qui a été justement victime de cette violence policière, là, pour le coup, aux États-Unis ? Mais justement, au moment où j'ai un trou de mémoire au moment où on s'en parle, mais en fait... George Floyd. George Floyd, voilà. Et donc, qu'il s'agisse de George Floyd ou Cédric Chouviat ou d'autres, etc., il y a effectivement une situation... Il faut être dans le déni pour rien. Non. Pas de déni sur la violence. Pas de déni... Pas dans l'amalgame non plus, j'imagine ? Pas dans l'amalgame non plus, bien sûr. Parce que la situation aux États-Unis n'est pas forcément la même qu'en France. Exactement. Mais à chaque fois, être dans la justice et dans la justesse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, à chaque fois qu'il y a des exactions commises par un policier, elles sont condamnables. Et de ce point de vue, moi, je plaide pour une IGPN qui soit vraiment indépendante. Et par ailleurs, protéger aussi la police, parce que les policiers sont aujourd'hui des gens qui sont parfois menacés jusque dans leur vie privée, leurs familles peuvent l'être aussi, et il n'est pas normal de ne pas les protéger. Et donc faire en sorte que nous puissions retrouver une façon de vivre ensemble qui permette de remettre chaque chose à sa place. Il nous reste très peu de temps, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Venons-en à la crise sanitaire. Un nouveau protocole sanitaire va être mis en place à la rentrée dans les écoles. C'est une bonne idée ? Qu'il y ait un protocole sanitaire, c'est plutôt sain. Oui. En revanche, celui-là, je suis très étonné par son caractère improvisé, brouillon,
Pour tout vous dire, je ne comprends pas comment il est possible aujourd'hui de dire que dans une classe, vous allez avoir des élèves qui sont vaccinés et non vaccinés. S'il y a un cas de Covid, les non vaccinés repartent à la maison. En revanche, parce qu'ils sont cas contact, en revanche, un enseignant qui, lui, est cas contact, même non vacciné, lui, il reste au collège ou au lycée. Quelle est cette logique? Quelle est la façon dont raisonne ce gouvernement? Et comment n'ont-ils pas pu, en 1 an et demi de crise pandémique, arriver à des solutions qui sont quand même des solutions plus pérennes? Comment est-ce qu'on peut expliquer que demain, on va diviser les enfants entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout simplement des tests réguliers, jour après jour, dans les classes où il y a eu un cas de Covid, pour éviter qu'on ait cette disparité? Parce qu'on le sait bien aussi, les enfants non vaccinés sont plutôt les enfants des milieux les plus modestes. Regardez ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, par exemple. Et donc, il va falloir se poser des questions qui soient des questions... je comprends pas. La vaccination obligatoire, vous y êtes favorable? Moi, je suis favorable à la vaccination obligatoire. Parce que vous avez aujourd'hui, par exemple, je prends le cas scolaire. Vous avez des parents qui sont dans ce dilemme, qui se posent la question de savoir s'ils prennent la responsabilité ou pas. Est-ce que s'ils le font alors que le voisin ne le fait pas, etc. Oui, il faut, comme pour toutes les grandes pandémies, depuis le début de ce siècle, du début du siècle passé, pardon, eh bien, nous avons toujours vaincu les grandes pandémies par une vaccination massive, totale, qui a permis d'enrayer la circulation d'un virus. Et c'est comme ça que nous avons réussi à vivre libre. C'est comme ça que nous vivrons aussi libres demain. Merci beaucoup, Olivier Faure. Une dernière question. Vous comptez sur François Hollande pour réussir à faire monter ce Parti socialiste à la présidentielle l'année prochaine? Mais moi, je compte sur tout le monde. Je compte sur toutes celles et ceux qui ont cette fibre-là, qui ont cette culture-là, ces valeurs-là. Je souhaite que toutes et tous soient sur le pont, qu'ils se battent avec moi et qu'ils fassent en sorte que la grande idée que nous avons portée depuis un siècle, eh bien, trouve tout son élan dans cette élection présidentielle, parce que nous avons besoin d'une politique qui soit républicaine, sociale, écologique, féministe, démocratique. Et c'est ce que nous portons et c'est ce que nous allons chercher à faire triompher l'année prochaine. Merci, Olivier Faure. Merci à vous.